Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de ce journal légèrement avancé aujourd'hui pour cause de football. Les leçons des Européennes, pas de changement de cap pour le gouvernement. Au lendemain d'un nouveau revers de l'UMP, Jean-Pierre Raffarin reste silencieux, mais son entourage affirme qu'il n'y aura ni changement ni remaniement. Le gouvernement doit continuer sa tâche, vient d'ailleurs d'affirmer Jacques Chirac. Le Parti socialiste, grand vainqueur du scrutin, réclame lui la démission du Premier ministre. Ailleurs en Europe, le vote sanction a aussi fait recette. Déroute pour Gerhard Schröder en Allemagne, échec pour Silvio Berlusconi en Italie et percée d'un nouveau parti anti-européen en Grande-Bretagne. Enfin à noter le désintérêt chez les 10 nouveaux entrants. Près de 3 électeurs sur 4 n'ont pas été votés. Nous irons en Pologne. La flambée de violence s'accentue en Irak à 2 semaines de la passation de pouvoir. Un nouvel attentat suicide de très forte puissance dans un quartier fréquenté a fait 16 morts, dont un Français. Une fois encore, des riverains ont brûlé les voitures des victimes avec des cris de triomphe. En France, la libération de Joël Aubron pour raison médicale. Après 17 ans de prison, l'ancienne membre d'Action Directe, récemment opérée d'une tumeur au cerveau, sortira après-demain. L'électricité coupée dans la résidence secondaire du ministre de l'Industrie Patrick Devedjian, c'est l'une des actions des syndicats contre la réforme d'EDF. Nouvelle journée de mobilisation demain. Enfin, retour sur la victoire miraculeuse des Français face aux Anglais hier soir. Nous reverrons les minutes décisives commentées par les acteurs eux-mêmes. Et puis en duplex avec nous, l'un des meilleurs Français sur le terrain, Patrick Vieira. Ce soir, l'Italie n'a pu faire mieux qu'un match nul face au Danemark, 0-0. D'abord donc les lendemains d'un scrutin. Ces élections européennes, on l'a dit, sont marquées un peu partout dans l'Union par l'abstention et le désaveu pour le pouvoir en place. On commence par la France. Les résultats sont maintenant définitifs. Large victoire du PS qui frôle les 29%. Échec de l'UMP, 16,6%. Percée de l'UDF, 11,9%. Le FN est sous la barre des 10%. Les Verts sont en recul, 7,4%. Puis viennent le MPF de Philippe de Villiers, 6,6%. Le PC, 5,2%. Et enfin le Parti communiste et réunionnais qui obtient un élu. Alors on rentre un peu dans le détail, à gauche d'abord, où le PS réalise son meilleur score pour des élections européennes. Un nouveau succès personnel pour François Hollande. Jeff Wittenberg, Alexandre Carra. Ce matin, François Hollande est d'accord pour prendre la pause où on le lui demande, à condition que ce soit bien lui au centre de la photo, comme il est au centre de la victoire, de la nouvelle victoire de son parti. 30% des voix, même certaines têtes de liste, n'en revenaient pas hier soir. À 20 h pourtant, une belle salve d'applaudissements, mais pas d'explosion de joie comme au régional. Le PS s'habitue au succès et à ses interprétations. La politique que poursuit le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin n'a pas la confiance des Français. Dès lors, il faudra bien, et le plus tôt sera le mieux, que le président de la République prenne ses responsabilités. Et ce matin, c'est encore Jean-Pierre Raffarin qui est en ligne de mire. Il a préféré commenter le résultat de l'équipe de France de foot plutôt que de commenter le résultat de l'UMP. L'équipe socialiste, elle a quand même un petit souci. Plus de grande compétition avant 3 ans, l'élection présidentielle, et si elle marque des buts, on ne sait toujours pas qui en est le Zidane. Il faut qu'on prépare l'alternance, donc travail sur le projet, les idées, l'imagination, dans l'unité, et ensuite, et seulement ensuite, désignation du candidat. Le week-end prochain, Dominique Strauss-Kahn organise une grande réunion avec ses amis. Lui non plus ne veut ni brûler les étapes, ni se faire oublier en ces temps de victoire. À droite maintenant, c'est donc une nouvelle donne, mais pas forcément une nouvelle ère. L'UMP est distancé par le PS, talonné par l'UDF, mais Jean-Pierre Raffarin fait savoir qu'il n'envisage pas de modifier son cap. Michael Darmon, Pauline Revenat. Voici ce que l'on appelle une séquence de communication politique. Jean-Pierre Raffarin, quelques minutes avant d'aller voter, détendu, prenant le temps de discuter. Message, mon sort n'est pas lié aux élections européennes. Bonjour madame. Merci. 24 heures plus tard, les scrutins se suivent et les titres se ressemblent. Mais Jean-Pierre Raffarin persiste, il se voit à Matignon jusqu'en 2005, dit-il au Figaro. À l'UMP, où on a l'habitude des lendemains difficiles, on est même soulagé par le score d'hier. C'est donc une situation qui n'est pas satisfaisante. L'UMP n'a pas été faite pour faire 16,5%, disons les choses clairement. Mais nous disons cela parce que nous le pensons franchement par rapport à ce que nous avait annoncé. Le paysage continue de se modifier à droite. À l'UMP, la bataille pour la succession d'Alain Juppé commence. Cap sur l'élection présidentielle de 2007. L'UMP aborde cette deuxième partie du quinquennat dans le flou. Nous avons 3 ans devant nous pour faire de la bonne politique intérieure française et faire les réformes dont le pays a besoin.
En tout cas, pas de doute, François Bayrou est très content et ça se voit. Il faut que j'apprenne à dissimuler. Aujourd'hui, il a réuni ses nouveaux députés européens, Jean-Marie Cavada en tête. Élection après élection, l'UDF resserre l'écart avec le parti d'Alain Juppé. Ça veut dire qu'il y a 5 Français sur 6 qui ne soutiennent pas l'esprit de ce mouvement. C'est ce que nous devinions depuis le premier jour, même quand nous étions tout seuls à le dire. Prise en tenaille entre Nicolas Sarkozy d'un côté et François Bayrou de l'autre, les Chiraciens comptent beaucoup sur le retour annoncé de Jacques Chirac sur la scène intérieure. Rendez-vous est pris pour le 14 juillet. Et justement, Jacques Chirac vient de s'exprimer, je vous le disais, sur l'avenir du gouvernement. Il retrouvait en cette fin d'après-midi le chancelier allemand Gerhard Schröder à Aix-la-Chapelle dans le cadre d'entretiens informels réguliers. Les deux hommes se sont offerts un bain de foule dans la vieille ville, bise aux enfants, signature d'autographes et photos avec les passants. Et le président français est donc revenu sur cette soirée et son impact. Pour lui, l'élection européenne est une chose, la mission du gouvernement en est une autre. On l'écoute. Nécessaires qui ont été engagées. Elles l'ont été, elles sont importantes et elles l'ont été par le gouvernement dans l'intérêt de la France et de tous les Français. Et elles doivent se poursuivre. Pour avoir des résultats, l'action gouvernementale doit naturellement bénéficier d'une certaine continuité, s'inscrire dans la durée. Le gouvernement doit continuer et continuera sa tâche. Voilà pour les grandes tendances et cette réaction du chef de l'État. Un coup d'œil maintenant sur le reste de l'échiquier politique. L'extrême gauche, les chasseurs et le RPF de Charles Pasqua disparaissent du Parlement européen. Du FN au PC, les autres se maintiennent parfois de justesse. Émilie Lançon, Arnaud Boutet. Le champagne coule à flot, on crie de joie, mais c'est les résultats du foot que l'on fait au QG des Verts. 6 eurodéputés, c'est 3 de moins qu'en 99. Noël Mamère relativise. On a résisté. Chez les communistes, Francis Wurtz est un rescapé. Il est l'un des 2 seuls élus du parti qui perd 4 sièges. FN et MPF font moins bien qu'en 99 mais réussissent à se maintenir. Le Pen père et fille sont élus et le parti envoie 7 députés à Strasbourg. Mais le FN fait moins de voix qu'au régional. Déception avouée. Que nous ferions mieux, nettement mieux que cela. Ah non, non, pas du tout, pas du tout, pas du le tout. Le souverainiste Philippe de Villiers, parti sans Charles Pasqua, contrairement à 99, est élu comme 2 de ses amis du Mouvement pour la France. L'ancien ministre de l'Intérieur, lui, ne s'en relève pas. Aucun élu pour le Rassemblement pour la France. Il perd du même coup son immunité parlementaire dans plusieurs affaires judiciaires le concernant. Coup dur aussi pour les chasseurs et LOLCR qui disparaissent du Parlement européen. Jean Saint-Josse et son parti passent de 6 élus à 0. Mais il faut lever le poing quand ça soulage. Quant à l'extrême gauche, plus d'élus non plus. Arlette Laguiller et Alain Krivine quittent le Parlement européen. Voilà, abstention, vote, sanction, la tendance est la même un peu partout en Europe, je vous le disais, et notamment en Allemagne. Gerhard Schröder, qu'on a aperçu tout à l'heure, a connu une soirée difficile. Les sociodémocrates sont en déroute, 23%, très largement devancés par les conservateurs de la CDU-CSU, 49%, une défaite encore plus sévère que prévu. Correspondance à Berlin, Patrice Romden. Au sommet de la maison social-démocrate, seul pavoise le drapeau. Pour le reste, chacun reconnaît la débâcle avant de contre-attaquer. Pas question de suspendre la réforme de l'État-providence dont le parti vient pourtant de payer le prix électoral. Bien sûr, cela me fait mal de voir que je ne bénéficie pas du soutien dont j'ai besoin. Mais j'ai la conviction que la politique de réforme que je conduis est nécessaire à notre pays. Et à partir du moment où il en va ainsi, je ne peux que poursuivre cette politique. Du soutien, ce n'est pas dans la presse que le chancelier risque d'en trouver. Elle estime que le bateau SPD est en train de couler et que le chancelier entame son crépuscule politique qui pourrait coïncider dans 2 ans avec une première, l'avènement d'une femme à la chancellerie en la personne d'Angela Merkel, chef de l'opposition chrétienne-démocrate. Au final, ne reste au chancelier que la satisfaction de disposer avec les Verts d'alliés en pleine forme électorale. Mais attention, le succès aiguise l'appétit et il se pourrait bien qu'en cas de remaniement, il ne se contente plus de 3 ministères, comme c'est aujourd'hui le cas.
Prochain défi électoral, les élections régionales en Rhénanie l'an prochain. Si elles confirment le divorce entre le SPD de Schröder et l'électorat populaire, l'opposition sera en mesure de bloquer tous les projets de loi du gouvernement et donc de demander des législatives anticipées. Défaite personnelle également pour Tony Blair en Grande-Bretagne, 17% des suffrages exprimés seulement, mais le Parti conservateur avec 25% ne bénéficie pas de cet échec. La sensation de ces élections est venue d'un parti encore inconnu il y a quelques mois, l'UKIP, qui demande que Londres se retire de l'Union européenne. L'UKIP a réalisé, vous l'avez vu, près de 12% des voix sur place à Londres. Laurent Boussier, Dominique Marotet. Un verre de champagne anglais et des sourires à l'appel, c'était ce matin devant le Parlement de Westminster, la réunion très médiatisée des 12 nouveaux eurodéputés du UKIP. Avec plus de 16% des voix, ce parti de l'indépendance du Royaume-Uni, viscéralement anti-européen et jusque-là ultra-minoritaire, faisait dès hier soir figure de grand vainqueur. Les Britanniques veulent qu'on libère leur pays de l'emprise de l'Union européenne, qu'on le libère du régime corrompu, frauduleux et dictatorial de Bruxelles. Et c'est ce qu'on va faire. Un discours simple, voire simpliste, mais qui traduit bien la méfiance, le mécontentement, voire l'amertume que ressentent une grande partie des Britanniques contre les institutions européennes. Grand perdant de ce scrutin, Tony Blair, dont le parti, le Labour, réalise son plus mauvais score national depuis 1918. Usure du pouvoir, vote sanction sur la politique de participation à la guerre en Irak, ses ministres avaient du mal à justifier cet échec. Nous avons reçu le message clair des électeurs partout en Europe et ici aussi en Grande-Bretagne. Ils veulent une Europe qui serve mieux leurs intérêts. Il est évidemment trop tôt pour savoir quel enseignement Tony Blair tirera de cette deuxième défaite électorale en 4 jours. Même très affaibli, le Premier ministre britannique a toujours dit qu'il resterait à son poste jusqu'aux élections générales de l'année prochaine. Des élections qui, au vu du scrutin d'hier soir, ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices. Oui, il s'agit bien de l'UKIP. L'Italie, elle aussi, a connu le vote sanction. Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, ne recueille que 21% des suffrages. En revanche, l'Alliance nationale, qui gouverne avec lui, qui fait partie de la coalition, est renforcée, 11,8%. Mais c'est la liste de centre-gauche parrainée par Romano Prodi qui l'emporte haut la main, avec plus de 31% des voix, même si elle est en légère baisse. À noter que la présentatrice vedette Lily Gruber, dont on parlait ici même, et qui menait la liste de l'Olivier pour la circonscription de l'Italie centrale, a largement battu Silvio Berlusconi, qui était tête de liste pour ce scrutin. Même tendance au Portugal, où le Parti socialiste a 10 points d'avance sur la coalition au pouvoir. L'Espagne, en revanche, échappe à ce scénario. Le PSOE de José Luis Zapatero a confirmé sa récente victoire du mois de mars avec 43% des voix, mais il n'a que 2 points d'avance sur le Parti populaire qui semble déjà remonter la pente. Du côté des 10 nouveaux entrants, maintenant la surprise est venue du désintérêt pour ces élections. Regardez les chiffres. L'abstention, déjà très forte parmi les 15, est beaucoup plus élevée encore chez les entrants. 6 semaines après l'élargissement, près de 3 électeurs sur 4 n'ont pas été votés dans ces 10 pays. Exemple, la Pologne, où les partis anti-européens ont fait par ailleurs de très bons scores. Comment l'expliquer? Dans une usine proche de Varsovie, reportage de nos envoyés spéciaux François Baudonnet, Mathias Barrois. Le taux d'abstention dans l'usine, c'est 80% en moyenne. Voilà, c'est une petite Pologne qui a voté. 80% d'abstention hier aux européennes parmi les 35 salariés de cette usine de chaussures. Image fidèle du phénomène dans le pays, un record dans l'histoire de la Pologne, avec toujours la même justification. Ça fait tant d'années, nous explique cet homme, que les Polonais votent et que la situation empire de jour en jour, que je ne vois pas pourquoi j'irai voter. À l'autre bout de l'usine se trouve le coupeur de cuir. Il fait partie des 20% de Polonais qui se sont déplacés dimanche. Son choix, la plateforme civique, une coalition libérale arrivée en tête du scrutin. Et quand on lui demande s'il n'a pas peur d'avoir voté pour des politiciens corrompus, il hésite. Puis il répond prudemment que tous les arbres peuvent porter de mauvais fruits. En seconde position hier, les ultra-catholiques de la Ligue polonaise des familles, un parti anti-européen qui enverra pourtant 10 députés à Strasbourg. Quant au mouvement populiste baptisé Autodéfense, il est arrivé hier 4e en Pologne, mais ici personne n'osera avouer avoir voté pour lui. En votant comme elle l'a fait hier, la Pologne s'est mise elle-même au banc de l'Union européenne qui venait pourtant de l'accueillir. Ce matin, le président polonais a même reproché à ses compatriotes d'avoir manqué de maturité et il estime que dorénavant son pays aura du mal à être crédible à Strasbourg.
Et pour refermer ce chapitre consacré aux élections européennes, voici la nouvelle Assemblée telle qu'elle se dessine. Peu de changements. La progression des socialistes français est compensée par leur revers en Allemagne. Au total, donc, la gauche reste minoritaire. Le Parti populaire européen reste le plus représenté. Pour consolider sa majorité relative, il devra s'allier aux libéraux ou peut-être à la gauche, comme ce fut le cas entre 1979 et 1999. Autre actualité de ce lundi, le déchaînement de la violence en Irak. Nouvel attentat suicide dans une rue très passante de Bagdad. C'est un convoi américain qui était visé. Il y a 16 morts, dont un Français. Et une fois encore, de nombreux témoins s'en sont pris ensuite aux voitures des victimes. Christian Autin sur place. Une énorme déflagration vient de secouer le centre de Bagdad. Il est 8 h ce matin. Cette façade n'a pas résisté. Des décombres, des corps sont retirés. Mais aussi des survivants. Un kamikaze a précipité sa voiture bourrée d'explosifs contre un convoi de la coalition. Sous la violence du choc, l'un des véhicules a été projeté à une vingtaine de mètres. Ce témoin nous dit qu'il y avait 3 voitures, 2 devant et une en protection, avec des gens en gilet pare-balles à l'intérieur. Soudain, un taxi est passé devant la voiture de tête et a explosé à sa hauteur. Un dernier bilan fait état de 16 morts et plus de 50 blessés. Parmi eux, 5 étrangers tués, dont un civil français qui travaillait pour la coalition. Bientôt, une foule en colère s'en prend aux carcasses des voitures. Symbole de l'occupant, la bannière étoilée est brûlée. L'Amérique conspue. Débordée, la police irakienne tire en l'air. Puis, les Américains se déploient pour tenter de calmer le jeu. Mais peine perdue, quelques instants plus tard, ils doivent battre en retraite. Livrés à eux-mêmes, les manifestants s'acharnent de nouveau sur les véhicules, sans que la police irakienne intervienne. Une scène quasi insurrectionnelle, place de la Libération à Bagdad. Ce nouvel épisode sanglant survient après un week-end meurtrier. Le risque aujourd'hui bien réel, c'est que la situation dégénère à l'approche du 30 juin. Reportage Christian Autin, Guillaume Fautra. Et à 15 jours de la passation de pouvoir, la coalition continue à libérer des prisonniers. 450 détenus de la prison d'Abu Ghraib, fameuse en raison des sévices infligés aux détenus, ont retrouvé leur famille. D'autres libérations sont prévues demain. Les Américains ont néanmoins prévenu qu'ils entendaient garder sous leur contrôle quelques 5000 prisonniers après le transfert de souveraineté. En France, elle fut l'une des figures d'Action Directe. Joëlle Aubron, 45 ans, a finalement obtenu une suspension de peine. Elle sortira de prison après-demain, après 17 ans de détention. Joëlle Aubron avait été récemment opérée d'une tumeur au cerveau. Karine Comazzi. La maladie lui aura permis de retrouver la liberté. Parce que sa tumeur au cerveau lui laisse peu d'espoir de survie, Joëlle Aubron bénéficie de la loi Kouchner. Sa peine à la perpétuité est suspendue. Il y a 17 ans, c'est une autre photo qui couvre les murs de France, avec celle de Nathalie Ménigon, Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani, les 4 d'Action Directe, dont la cavale s'achève ici, dans cette ferme du Loiret, en février 87. On reproche notamment aux 2 jeunes femmes d'avoir tué le général Audran en 85 et le patron de Renault, Georges Besse, en 86. Selon les témoins, c'est Joëlle Aubron qui aurait achevé le patron de Renault déjà à terre, au nom de la lutte anti-impérialiste. Les familles des victimes ont préféré ne pas commenter. Tout ça crée un climat de sang versé dans des conditions horribles qui font que la famille, au jour où nous parlons, 20 ans après ou presque, est tout aussi choquée qu'elle l'était le premier jour. Pour son comité de soutien, la Libération intervient très tard. Je pense que l'état de santé alarmant de Joëlle Aubron aurait mérité que ces décisions soient prises bien plus tôt. Seule déception pour Joëlle Aubron, laissée derrière elle ses 3 compagnons d'armes, eux aussi malades et toujours incarcérés. L'ancienne militante d'Action Directe devrait retrouver sa famille mercredi. Justice encore en bref avec le réquisitoire au procès de Francisco Arce Montes, jugé pour le viol et le meurtre de la petite Caroline Dickinson à Pleine Fougère. L'avocat général a demandé la perpétuité. Il a dénoncé, je cite, un crime de prédateur et estimé qu'il y avait préméditation. Le jury est actuellement réuni. On attend le verdict d'une minute à l'autre. Nouvelle profanation d'un cimetière religieux à Strasbourg. C'est cette fois le carré musulman à la Méno qui a été l'objet de graffitis nazis et de dégradation. Jacques Chirac condamne, je cite, des actes intolérables. Dominique de Villepin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Christine Boss, Virgile Yadou.
Ils sont abasourdis, incrédules. Parce qu'ils s'appelaient Mohamed ou Ahmed, leurs tombes ont été profanées, recouvertes de croix gammées et d'inscriptions nazies. Visées par la haine raciale, une cinquantaine de stèles situées dans le carré musulman du cimetière de la Méno. Certains n'ont pas supporté la vision de ces tombes souillées et tentent d'effacer l'ignominie. Effectivement, ça fait peur. Effectivement, ça fait peur. Moi, pour moi, personnellement pas, mais pour mes enfants, oui. Pour mes enfants surtout. À côté des références nazies comme Heil Hitler, s'ajoutent des menaces de mort à l'encontre de représentants de la communauté musulmane, une communauté sous le choc. C'est quelque chose qui est très dangereux et il est temps que les pouvoirs politiques fassent quelque chose de concret pour arrêter les auteurs de ces actes criminels. En se rendant sur les lieux cet après-midi, le ministre de l'Intérieur a voulu assurer la communauté musulmane de la solidarité de la France. L'esprit de la République, l'esprit de la France, c'est le respect, c'est la tolérance et c'est pour cela que nous ne pouvons pas accepter de tels actes de barbarie. Cette profanation fait suite à une série de 7 agressions contre la communauté musulmane de Strasbourg. Économie, les syndicats font monter la pression à la veille du début des discussions sur la réforme d'EDF. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain, mais dès aujourd'hui, la CGT notamment a mené de nouvelles actions ciblées, parfois très ciblées. Vincent Fourcade. Quelques coups de tenaille et ce poste électrique tombe entre les mains de plusieurs dizaines de salariés d'EDF. La plupart ont le visage masqué, pas question d'être identifié quand on vient faire disjoncter 2 tranches nucléaires de la centrale de Saint-Alban. À l'extérieur, ils sont plusieurs centaines et rapidement le ton monte avec un cadre de l'installation. Ceux qui pilotent toute cette opération-là, ce sont des gaziers. Donc il n'y a aucun problème. Oui. Je veux simplement vous dire que si vous coupez maintenant les lignes de 125 000, nous rentrons en procédure incidentelle. Au final, le réacteur nucléaire sera arrêté quelques instants. Une action sans conséquences graves pour dénoncer le changement de statut d'EDF-GDF. Des actions qui se radicalisent car dès demain, l'Assemblée nationale commence l'examen du projet de réforme des 2 entreprises publiques. À quelques kilomètres de là, autre action symbolique, la prise de contrôle d'une centrale hydraulique exploitée par un concurrent d'EDF pour dénoncer la libéralisation du secteur de l'énergie. Dans le sud-ouest, ces agents EDF tenaient eux aussi à se rappeler au bon souvenir du gouvernement. La cible, cette Bastide du Gers. C'est la résidence secondaire de Patrick Devedjian, le ministre de l'Industrie. Elle est ce soir privée de courant. Demain, gaziers et électriciens descendront une nouvelle fois dans les rues de Paris, direction l'Assemblée nationale où va se jouer l'avenir de leur entreprise. La suite des commémorations du débarquement célébrait aujourd'hui à Bayeux le retour du général de Gaulle. Le 14 juillet 1944, il foulait pour la première fois le sol français après 4 ans d'exil en Angleterre. Julia Delage. À l'ombre de la Grande Croix de Lorraine, à l'endroit même où le général de Gaulle a débarqué le 14 juin 1944, les vétérans se souviennent. À Bayeux, dans une ville aussi pavoisée qu'il y a 60 ans, la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, a suivi les pas du général de Gaulle, accompagné par une petite foule au milieu de laquelle se trouvaient 2 enfants de l'époque, de ceux qui galopaient après le général. Le général de Gaulle m'a beaucoup impressionné par sa grandeur déjà. Alors moi j'avais entendu dire à la radio que mes parents écoutaient en cachette qu'un grand homme viendrait d'Angleterre. Alors pour moi je n'ai pas cherché plus loin, j'ai cru que c'était le roi d'Angleterre. Le 14 juin 1944, de Gaulle prononce son premier discours depuis 4 ans sur le sol français. Pour lui, il s'agit d'abord de redonner confiance aux Français. Dans une allocution qui précède une vibrante marseillaise, il forge en quelques minutes l'image d'une France résistante qui a participé elle-même à sa libération. Le général qui est dans tous les esprits cette semaine, point d'orgue vendredi avec les commémorations du 18 juin. Dans cette optique, ce soir, le porte-avions Charles de Gaulle vient de faire son entrée dans le port du Havre. Et petit rectificatif à propos du Royaume-Uni sur les chiffres que nous vous donnions en début de journal. En fait, le parti travailliste a obtenu 22,6% des suffrages, les conservateurs 26,7% et l'UKIP, le parti anti-européen, 16,2%. Ça n'était pas les chiffres indiqués tout à l'heure. Voilà pour ce rectificatif. L'Euro 2004 maintenant, et on revient sur la victoire des Français hier soir
incroyable, c'est le titre qui revient le plus souvent dans vos journaux ce matin. Un retournement de situation lors des dernières minutes. D'abord, les images du match commentées par les joueurs eux-mêmes. Envoyés spéciaux au Portugal, Florent Gautreau, Abdel Zouyesh. Duo de héros sous le soleil de Santo Tirso. Zidane et Barthez sont arrivés ensemble, le sourire aux lèvres et des souvenirs plein la tête, avec le sentiment que le match d'hier peut marquer le début d'une belle aventure. On a besoin de sensations comme celle d'hier soir pour qu'il se passe quelque chose, quoi, pour se créer quelque chose. Comme à la Coupe du Monde, comme au Championnat d'Europe 2000, on a besoin de matchs références, quoi, et celui-là, ça n'est jamais. Un match fou qui commence mal. 38e minute, première occasion anglaise, premier coup de patte de Beckham et premier but de Lampard. Barthez, laissé de côté à Manchester cet hiver, est battu, mais il va se refaire, et de quelle manière? Le pénalty provoqué par Sylvestre lui donne l'occasion d'un duel avec Beckham, le chaos ou l'espoir. Barthez sauve les Bleus, la chance a changé de camp. Ça me gêne de dire ça parce que bon, c'est vrai, mais c'est vrai qu'à 2-0 quand même, c'est vrai qu'à 2-0 ça aurait été un peu plus délicat. Je pense que c'est surtout Fabien qui fait la différence en arrêtant le penalty. Je crois qu'à 2-0 ça aurait été très difficile. Il nous a un petit peu galvanisé, quoi. Je crois qu'il nous a un petit peu porté vers l'avant. Vers l'avant et vers la légende. Le match est terminé pour les Anglais, pas pour Zidane. Les Bleus et les coups francs magiques, Platini hier, Zidane aujourd'hui. Un peu d'euphorie, beaucoup de modestie. Il fallait que je le mette, quoi. C'était la seule solution, moi. On a tenté, on a essayé. Ça a été très difficile parce que les Anglais étaient très bien organisés. Donc il fallait un coup de pied arrêté, comme eux l'ont eu. Voilà. Voilà, c'est simple. Comme l'inspiration de Thierry Henry qui anticipe sur l'erreur de Gerrard et provoque le penalty. Zidane, plein de sang-froid, sûr de son pied droit, conclut l'incroyable soirée. Improbable scénario qui fait craquer les grands et pleurer les petits. Messieurs, les Anglais ont tiré les premiers, mais ce sont les Français qui se sont imposés. Et dans un instant, on va retrouver l'un des meilleurs Français sur le terrain hier soir, Patrick Vieira. D'abord, l'amertume côté anglais. Les supporters accusent le coup. Quelques incidents, mais surtout une énorme déception à Londres. Claude Sampère, Dominique Marotel. Pas grand monde pour acheter le maillot de David Beckham aujourd'hui dans les petits kiosques de souvenirs de Londres. À la une de toute la presse, la même photo, David Beckham, le héros malheureux d'hier soir. Je suis effondré. Choqué. Je ne pouvais pas y croire, je pleurais, je criais. Dans tous les pubs hier soir, on entamait déjà des chants de victoire à la fin du match. Mais il restait encore 3 minutes de jeu et Zinedine Zidane. Un coup franc magique, un penalty 2 minutes plus tard, c'est fini pour les Anglais. Je suis trop triste, je ne veux pas en parler. On vous battra en finale, on vous battra et ce sera encore mieux. Et ils se remettent à chanter. L'Anglais ne s'avoue jamais vaincu. Tout au long de la journée, les fans de foot ont pu découvrir dans la presse ou à la télévision les explications de David Beckham. Oui, je prends la responsabilité du pénalty raté, c'est ma faute. Vous savez, c'est le football, parfois ça rentre, parfois non. C'est les jeux. Et ce soir, c'était pas bon pour moi. Il n'en dira pas plus. Malgré leur défaite, les Anglais conservent toutes leurs chances. Voilà, et nous sommes donc en duplex avec Patrick Vieira qui a fait de la vie de tous un très gros match hier soir en direct de Santo Tirso, le camp de base des Français. Bonsoir Patrick, dites-nous d'abord comment ça s'est passé dans les vestiaires, dans l'avion. Est-ce que c'était l'euphorie? Qu'avez-vous dit à Zidane ou à Barthez? Bonsoir. C'est vrai qu'après le match, on était tous très heureux parce que bon, on s'y attendait peut-être pas à gagner ce match. C'est vrai qu'à partir du moment où Fabien a arrêté le penalty, on s'est dit que même avec le match nul, on s'en tirait bien. Mais bon, après, c'est vrai que le coup franc de Zizou et le penalty à la fin nous sauvent. Mais bon, c'est une grande victoire pour nous. C'est un dénouement incroyable, non? Est-ce que vous aviez déjà vécu ce genre d'émotion? Ça nous rappelle un peu le match contre l'Italie en finale de l'Euro, où on était mené 1-0, on gagne 2-1 aussi. Et puis c'est vrai qu'on retombe un peu dans la même histoire que contre l'Italie. Et vous retombez un peu dans le même état d'esprit, j'allais dire festif, ça n'est que le premier match. Mais j'imagine dans les vestiaires, ça a dû être vraiment chaud, non? Il y avait la joie qui était là, bien sûr, parce que bon, c'était une victoire qui était assez importante.
Et c'est vrai que battre les Anglais, pour nous, c'était un peu spécial parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui évoluaient en Angleterre. Dont vous-même. Mais bon, on sait aussi que c'est, dans moi-même exactement, mais on sait aussi que c'est que le premier match du groupe. Et le chemin est encore très long pour atteindre nos objectifs. Comment vous avez ressenti le sang-froid incroyable de Zinedine Zidane qui marque sur le coup franc, qui marque 1 minute après sur un penalty décisif? Vous savez, les grands joueurs, ils performent toujours dans les grands moments. Et là, c'était un grand match où il y avait un coup de pied arrêté et le penalty. Zizou n'a pas tremblé, les a mis au fond et tant mieux pour nous. Merci beaucoup Patrick Vieira d'avoir été avec nous ces quelques minutes et bien sûr on vous souhaite une longue route jusqu'au bout dans ce tournoi. Merci. Merci à vous. Au revoir. Voilà, entretien non pas en direct, vous l'avez compris, mais qui a été enregistré en fin d'après-midi. Et puis, il y a quelques minutes, l'Italie faisait son entrée dans cet Euro 2004. L'Italie qui n'a pu faire mieux que 0-0 face au Danemark. La squadra Azzurra a été dominée en première mi-temps par le Danemark et sans génie en seconde. Vous l'avez vu, Buffon a même sauvé son camp à 2 reprises. Ici, l'une des actions italiennes les plus dangereuses ce soir dans cette même poule. À suivre sur France 2, Suède-Bulgarie avec des commentaires de Christophe Josse et d'Eli Bob. C'est dans quelques instants. D'abord, l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est l'émotion du roi Pelé. On reste dans le football. Le triple champion du monde a été le premier porteur de la flamme olympique au Brésil. Pendant la cérémonie à Rio, 2004 enfants des quartiers pauvres avaient formé les anneaux. Prochaine destination pour la flamme, Mexico demain. Avant de refermer ce journal, un avant-goût de vacances avec cette tendance étonnante dans le sud-ouest. De plus en plus de Montpelliérains qui louent une maison alors qu'ils continuent à travailler à quelques kilomètres de chez eux. Oui, mais elle est au bord de la mer. Hélène Vergne, Frédéric Guibal. C'est l'heure du départ pour cette famille montpelliéraine. Leur point de chute, une maison de plage à 12 km à peine, un avant-goût de vacances. C'est à la fois très près et à la fois l'évasion totale quand on sort du centre-ville, quoi, c'est super. Ce qu'ils fuient, la ville. Ce qu'ils retrouvent, cette grande bâtisse en bord de mer. Une vingtaine de colocataires s'y croisent, quelques jours, quelques nuits, chaque année à la même époque. C'est bien parce qu'on travaille au mois de juin autant que les autres mois, mais qu'on sent le soleil arriver et que la tentation de la plage commence à se faire sentir. C'est vraiment concilier le travail et un apéritif des vacances. Au départ de l'aventure, un noyau dur de copains. 10 ans plus tard, les célibataires se sont unis, des enfants sont nés. De 12, le groupe s'est élargi à 23 personnes, mais le principe de ce rendez-vous est resté. Certaines personnes on n'a pas l'occasion de se voir de toute l'année, on se retrouve là au mois de juin. Des fois, on n'a pas vu les enfants de toute l'année. On dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a changé, oui. Et le concept se généralise. Sur le littoral, ce sont essentiellement des Montpelliérains qui s'offrent ces locations hors saison. 3 300 € à se partager. Ajoutez une organisation rigoureuse et tout le monde y trouve son compte. Sur chaque chambre, il y a une feuille avec tous les jours du mois. Et on essaie de réserver plus ou moins à l'avance. Certaines soirées, on a envie d'être là, de façon à ce qu'il y ait un roulement, que tout le monde puisse y dormir. Nous savons qu'au mois de juin, tout d'un coup, il y a quelque chose de communautaire qui se remet en place tout seul. C'est une respiration. C'est pas... Donc la question ne se pose pas de savoir si on revient. C'est une évidence. Ça fait 10 ans. Des vacances de luxe, une parenthèse hors du temps, que cela s'offriront de nouveau l'année prochaine. Fin de ce journal, donc écourté pour cause de football. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet. L'info sur France 2 à 23h25. Vous avez rendez-vous avec complément d'enquête. Déchets, le piège écologique, tri, incinération, recyclage. Que deviennent les 180 millions de tonnes de déchets produits chaque année 23h25, donc complément d'enquête avec Benoît Duquesne. 1h10, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Et on se quitte sur ces images du stade Alvalade à Lisbonne. Le match va commencer dans quelques instants. Déjà beaucoup d'ambiance. Ce ne sont pas encore les images du stade, mais l'image carte postale du générique qui précède les matchs pour cet Euro 2004. Vous avez rendez-vous donc avec